Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Saint-Bédigi, nous sommes ravis de vous savoir nombreux chez vous à suivre le magazine et de la société. Désormais, sur Saint-Bédigi Télévision, toutes les questions qui touchent à la société seront abordées au cours de cet espace. Vous êtes le syndicat des agents et fonctionnaires de l'État, vous êtes le syndicat privé, toutes les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur du social de la population. Vous êtes les bienvenus dans ces magazines et de la société. Donc nous allons avoir porté tout haut et allons porter tout ce qui est question de la population. Pour aujourd'hui, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau un invité qui est de marque, qui va aborder avec nous la question de la rentrée scolaire. Vous avez tous suivi, déjà il y a les enseignants qui lancent un appel à tout le monde de ne pas fouler l'air sol les écoles le lundi 4 septembre. Déjà les parents aussi d'élèves qui se plaignent de l'autre côté, la hausse des prix, des objets classiques et des uniformes ou même des avances sur le frais scolaire. Toutes ces questions seront abordées au cours de cette émission. J'aimerais d'abord présenter notre invité, Jacques Timbalanga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les coordonnateurs de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, Connect RDC. Pour ceux qui ne connaissent pas Connect RDC, pouvez-vous les expliquer c'est quoi la Connect RDC? La Coalition nationale pour l'éducation pour tous est un mouvement de la société civile congolaise qui a vu le jour de manière informelle depuis 2005, mais qui est formellement sur pied depuis 2009. Et donc, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous est un mouvement de la société civile qui œuvre pour la défense du droit à l'éducation pour tous. Ça veut dire enfants et adultes qui n'ont pas eu l'occasion de passer sur le banc de l'école. Donc, ils ont tous ils ont tous ce bénéfice-là de pouvoir aller à l'école. Et donc, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, comme nous l'avons dit, a 4 piliers. 4 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est un pilier composé des enseignants représentés par leurs syndicats. Le deuxième pilier est composé des ONG et associations des parents. Mais là, nous parlons des ONG qui œuvrent dans le secteur de l'éducation. Mais la coalition nationale ne se limite pas à ces 2 piliers. Il y a 2 autres piliers, notamment le pilier des hommes et femmes des médias qui ont dans leur chaîne ou stations respectives qui s'occupent du desk éducation. Ça veut dire ceux qui sont spécialisés sur la question de l'éducation, mais également pour porter haut le plaidoyer de la coalition, nous nous basons sur la recherche-action. Voilà pourquoi il y a un 4e pilier à la coalition, composé notamment des chercheurs en éducation. Voilà un peu ce qu'est la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, en peu de mots. Oui, Jacques Timbalanga, vous êtes, comme vous l'avez bien dit, de la coalition qui milite pour l'éducation pour tous. Vous savez, avant la rentrée scolaire, les parents se plaignent. Ils se battent, comment se procurer les uniformes, comment les objets classiques. Vous allez bientôt la suivre dans l'élément qui nous sera proposé à la régie, Guillaume Mungu, à la régie. Est-ce qu'aujourd'hui, là, il est facile que les parents d'élèves puissent se procurer ce dont ils ont besoin sans pour autant pleurnicher comme nous sommes en train de le subir? Suivons d'abord cette élément. Prévu pour le 4 septembre prochain, la rentrée scolaire devient hypothétique. Si d'un côté les enseignants s'éliguent en mouvement de grève pour boycotter la rentrée des classes, les parents d'élèves de leur côté demandent au gouvernement de prolonger pour une semaine la date prévue pour le retour des enfants à l'école pour enfin permettre d'assurer une bonne rentrée à ceux-ci. Mais conjoncture en Mboka, en tout cas, difficulté à Makassi. Difficulté à tellement Makassi, même salaire, ils ont dans la tête, ils ont foutu à battre, ils ont en classe. Oui, parce qu'ils ont en classe, ils ont en classe. Mais les écoles, si ça va compte, avant moi, on a fait compte pour monter dans la classe. Mais si on a compte, nous devons nous rappeler de l'histoire à l'époque de Mobutu. Il y a eu grève à cette époque où nous étions encore enfants à cause de la crise. C'est cette crise qui monte aussi en créneau cette année. Ça signifie qu'il y a des tendances. Il peut y avoir la rentrée ou non, avec les revendications des syndicats. Vous ne voyez pas que c'est un problème aussi. En rentrée scolaire, oui, c'est bel et bien lundi. Par contre, on dit que la rentrée scolaire est la première lundi au mois de septembre.
malgré la difficulté, nous tous, parents nous sont censés être malgré la difficulté c'est belé. Mais il y a certaines qui prennent certaines prêter. Le gouvernement est appelé à s'impliquer pour résoudre cette situation de crise qui risque de rendre non effective la date de la rentrée scolaire prévue pour le 4 septembre prochain, selon le calendrier scolaire du ministère de l'Enseignement primaire, supérieur et professionnel. Oui, M. Jacques Timbalanga, dans cet élément que vous venez de suivre, quelle est votre impression par rapport à la situation que subit le parent congolais à envoyer leurs enfants à l'école? Mais à travers cet élément plutôt, je retiens deux choses plutôt. La première, c'est que la population reconnaît que l'État, qui est le pouvoir organisateur, a fixé la rentrée scolaire le premier lundi du mois de septembre, ce qui est d'habitude, c'est traditionnel. Et donc pour le 4. Le deuxième élément que je retiens, c'est que la majorité des parents connaissent des difficultés notamment liées à leur situation sociale et que effectivement il y a un problème pour se procurer les objets classiques nécessaires pour envoyer les enfants à l'école. Ce sont les deux éléments que j'ai retenus de cet élément. Et maintenant, quelle est mon analyse de la situation? Je crois que d'abord, l'éducation, c'est un droit inaliénable, fondamental et inaliénable pour tout enfant. En tant que tel, il convient que parents, État, enseignants, que tous défendions le droit à l'éducation pour les enfants parce que nous pensons que, en réalité, si nous défendons ce droit-là pour tous, pas seulement pour les enfants, mais pour tous ceux qui en ont besoin, ça va profiter à la nation entière et que notre pays peut effectivement être propulsé de l'avant. Au-delà du fait qu'il faut défendre le droit à l'éducation pour les enfants et pour tous, il y a notamment des devoirs de la part de l'État. L'État, qui est le pouvoir organisateur, devrait en réalité prendre des mesures d'apaisement, des mesures pour permettre à ce que ça booste ce droit-là au profit des enfants. Parce que vous parlez de l'État, lorsque certaines écoles, la plupart privées, imposent par exemple la tenue, l'uniforme, en fait, exigent aux parents d'acheter, ne fût-ce que dans leurs écoles, les uniformes qui sont d'ailleurs vendus à très cher, voire même les objets classiques. Comment l'État va imposer à ces écoles-là qui sont privées à adhérer à sa logique? Écoutez Benoît, je n'aimerais pas à cette question répondre en pointant les privés. Parce que pour nous, nous pensons qu'un parent qui a choisi de mettre son enfant dans une école privée a fait une option. Mais les parents ont également l'option de mettre leurs enfants, et il y a beaucoup d'écoles publiques aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que exiger qu'on paye les objets classiques, les fournitures à l'école, ce n'est pas le fait seulement des écoles privées. Elles sont légion aujourd'hui, les écoles publiques qui exigent que les parents payent tout à l'école. Elles sont nombreuses, véritablement nombreuses. Parlons justement de l'école publique, où l'État doit nécessairement avoir le contrôle. Le phénomène de vente des objets classiques à l'école, aujourd'hui, est un phénomène, c'est une nébuleuse en fait dans nos écoles, qui avilit l'école. On transforme l'école en une entreprise où on vend tout, à commencer par le cahier, les uniformes et à des prix exorbitants. C'est en fait, c'est que l'on a perverti le rôle de l'école. Donc, comme diraient d'autres organisations qui ont lancé d'ailleurs une campagne pour lutter contre la commercialisation, la marchandisation de l'éducation en RDC. Mais c'est effectivement le cas en République démocratique du Congo. Dans toutes les écoles aujourd'hui, on veut avoir un article à vendre pour avoir un gain. On ne sait pourquoi. Le but, le rôle de l'école, ce n'est pas cela. L'école n'est pas un lieu de commerce et l'État est
en réalité, doit prendre l'État. Quand nous parlons de l'État, nous parlons du gouvernement, nous parlons des ministères qui gèrent l'éducation, doivent montrer qu'ils sont capables de gérer la situation. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les écoles, on a l'impression que personne ne contrôle rien. Mais parce que vous faites allusion à l'État. À quel État? Parce que c'est l'État même qui est le premier à hausser le prix de ce qui devait être baissé. Là, je fais allusion aux bulletins scolaires qui... jadis était vendu à l'école à 250 francs. Aujourd'hui, vous connaissez, c'est à 1000 francs. Les frais scolaires cette année, vous-même, vous en connaissez beaucoup plus. Bien, puisque vous parlez de l'État, je voulais là-bas d'abord rappeler le rôle de l'État. Parmi le rôle de l'État, c'est donner aux citoyens membres de la communauté nationale le rôle de l'État, donc pourvoir aux citoyens membres de la communauté nationale les biens et services nécessaires pour leur épanouissement. Gratuitement. Effectivement, l'État a des rôles bien précis. Je vais y revenir parce que vous parlez de la gratuité, on va chuter par là. Ce qui se passe dans notre pays actuellement, il faut dire que c'est une perversion. C'est véritablement une perversion. Est-ce qu'on va dire que l'État ne contrôle rien ou plutôt que l'État laisse les choses? Moi, je suis dans la deuxième position où nous disons que l'État laisse les choses courir. L'abandon total de ses responsabilités. Absolument. Ce qui se passe dans nos écoles aujourd'hui, c'est un désordre criant. Vous avez parlé de la question des frais de scolarité. Et l'État laisse pourquoi? Parce que l'État lui-même est devenu complice. Et je dirais même ceux qui gèrent la situation sont devenus complices. Vous avez parlé de la question des frais de scolarité. Moi, je ne dirais même pas que non, voilà. Dans notre pays, on a l'habitude de voiler les mots. Ce qui se passe dans notre pays, c'est que l'État est en train de privatiser l'éducation. C'est l'État qui privatise l'éducation. Il n'y a rien d'autre. Moi, je ne mâche pas les mots et je ne vais pas par le dos de la cuillère pour le dire. Pourquoi je dis que l'État est en train de privatiser l'éducation? Quand tout calcul fait aujourd'hui, et toutes les études ont démontré que l'État, en termes de financement de l'éducation, s'est délaissé. Pour une école publique, en termes de financement, 73% du financement d'une école, ce sont les parents qui donnent. L'État n'intervient qu'à 23 ou 24%. Comment? Cela veut dire... Les enseignants payés par... Pardon, oui. J'aimerais terminer. Cela veut dire quoi? Prenons d'abord la conception, dans la conception générale. Vous avez une entreprise, vous avez des actionnaires. Quelqu'un a 73% des parts sociales. À qui appartient l'entreprise? Qui a la décision? C'est lui qui a beaucoup de pourcentage. C'est celui qui a beaucoup de... Oui. Mais c'est aujourd'hui l'état de l'école publique congolaise. L'école publique congolaise aujourd'hui est financée à 73% par les parents. L'État qui est censé contrôler l'école n'a que 23%. Ça veut dire qu'en réalité, l'État laisse cette situation. Ça veut dire que l'État a privatisé, a donné l'école aux parents. L'État donne l'école aux parents. Et c'est quels parents? C'est ce parent-là, dans la moule générale de la population congolaise, où nous avons une population qui vit avec moins d'$1 par jour, qui est obligée de supporter des frais de scolarité qui atteignent jusqu'à $460 américains pour un enfant à l'école primaire, dans certaines écoles, je dis bien publiques, pas privées. En plus, c'est justement l'État qui doit gérer la situation, qui laisse les écoles vendre les uniformes que l'on peut trouver au marché ici à 5 000 francs, 8 000 francs, mais certaines écoles vendent ça à 23, 25 $. Allez dans nos écoles aujourd'hui, mais c'est du commerce pur et simple, au vu et au su. Je vais aller plus loin. Et là, le rôle de l'État est véritablement en jeu. Et j'interpelle ici, en tant que coalition, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, même le ministre de l'ETP, de l'enseignement technique et professionnel, tous ceux qui gèrent l'éducation. Espérons qu'ils vont vous écouter, qu'ils vont prendre en considération. Je veux vraiment, évidemment, nous voulons, en tant que société, nous lançons cette alerte-là parce que
je vous dis en passant que si on ne gère pas très bien cette situation, nous allons nous retrouver dans des situations catastrophiques en ce qui concerne l'éducation dans notre pays. Je m'en vais, j'aimerais vraiment que vous me laissiez le temps de développer un peu ça par rapport à la question des frais de scolarité et le rôle pervers de l'État, de ceux qui gèrent. Quand je dis que le rôle pervers de l'État en ce qui concerne les frais de scolarité, c'est quoi? C'est que c'est l'État qui donne le ton. Tous les frais qui sont fixés par l'État aujourd'hui ont augmenté. Je donne des exemples clairs. Vous prenez le bulletin d'élèves qui était payé à 250 francs congolais est passé de 250 francs congolais à 1000 francs. Ah bon? Soit une augmentation de 400%. Et ça, c'est l'État qui fixe. C'est le ministère qui fixe. Ça veut dire que le ministère lui-même augmente les frais. Deuxième cas de figure, le Minerval, qui était à 100 francs congolais, est passé à 1000 francs, soit une augmentation de 1000%. Vous prenez les frais d'identification, tous les frais fixés par l'État ont augmenté. Nous ne parlons pas encore de ce qu'on dit, bon voilà, l'entendement entre les parents et les écoles. Si déjà l'État donne ce ton-là, ça veut dire qu'il donne un go pour que les écoles, maintenant, massacrent les familles. Donc personne ne va plaider pour l'autre. Non, mais déjà l'État a donné le ton. Alors, vous voulez que ces citoyens-là, qui ne vit qu'avec $1, moins d'$1 par jour, arrivent à supporter les frais de scolarité qui vont jusqu'à 400 à 100 $ américains? Je crois qu'on n'a pas pitié de notre population. Ici, j'aimerais vraiment que l'autorité publique ouvre l'œil et le bon. Et là, ce que nous déplorons, nous, population, nous, citoyens, c'est que même le contrôle, on a véritablement même plus confiance au contrôle parlementaire. Au contrôle parlementaire. D'où, qui fait le contrôle parlementaire pour laisser les choses pourrir de cette manière-là? Le pays va mal, effectivement. Et on le voit à travers les actes que posent même déjà les autorités. On n'a pas pitié de la population. On veut donc, parce que déjà cette année, nous avons mené des enquêtes, même à l'arrière-pays. Au nord, Kivu, sud Kivu, au Katanga, Kasai central, Équateur, même dans la périphérie de Kinshasa. Et le constat, c'est qu'il y a des écoles qui ont atteint cette année jusqu'à 20% d'abandon scolaire. Je dis d'abandon scolaire. Et quand vous scrutez bien sur les causes, pour la plupart des cas, ce sont les frais de scolarité qui sont à la base et qui jettent les enfants dehors. Oui, nous allons poursuivre avec un autre aspect de choses, c'est que peut-être qu'on peut croire que l'État peut aussi les taux de frais scolaires pour pouvoir bien prendre en charge les enseignants, s'assumer, parvenir à prendre en charge, assumer en fait ses responsabilités. Alors que les enseignants aussi pleurnichent de l'autre côté, comme vous allez le suivre aussi, suivez à ces images. Les syndicats aussi des enseignants font appel à un mouvement de grève comme il y en a eu chez le médecin, chez les professeurs des universités et tant d'autres aussi. Et cette fois-ci, c'est le syndicat des enseignants qui appelle aux enseignants de rester à leur maison le lundi pour ne pas rentrer, aller enseigner les enfants. Suivez. Parlez! Dans une déclaration lue par la secrétaire générale du SIECO, Cécile Chiyombo, les enseignants ont constaté la mauvaise foi du gouvernement de ne pas honorer les engagements pris. Après donc un préavis de grève lancé, mais sans succès, les enseignants réunis au sein du SIECO décident de ne pas reprendre le chemin de l'école jusqu'à nouvel ordre. Les enseignants et personnels de l'éducation réunis en assemblée générale ce mercredi 30 août 2017 à Kinshasa ont décidé en toute responsabilité la non-reprise des enseignements le lundi 4 septembre 2017 sur toute l'étendue de la République. Que les parents gardent leurs enfants à la maison pour raison de sécurité. Dans un témoignage désolant rendu par un enseignant, il s'y est dénoté que même le 20 000 francs congolais proposés par le gouvernement ne sont pas toujours d'application. Salaire,
Un licencié en pédagogie appliquée. Il faut $70. Alors c'est pour dire que les amis, notre avenir est en train d'être hypothéqué. Si nous croisons les bras, nous resterons les philosophes éternels. C'est pourquoi nous ne pouvons que relayer ce qui a été fait par nos collègues de la synergie. Donc, que nous allions en grève. Alors il ne faut pas suivre d'autres syndicats-là qui parlent à la télé au nom des anciens, alors ils n'ont pas la base. Les SIECO s'indignent en outre à cette occasion de la convocation non officielle des assises paritaires entre syndicats des enseignants et gouvernement. Oui, avec cet élément que nous venons de suivre, on dirait que même ce qui est récolté par l'État congolais, ça n'arrive pas à la base qui est l'enseignant qui va s'occuper des enfants. Bien, je ne sais pas. Vous savez, quand nous voyons des images comme ça, nous, non seulement que ça nous interpelle, mais ça nous choque. Ça nous choque. Pourquoi? Vous savez, le Congo, je mets quiconque au défi de me dire le contraire. Le Congo est le seul pays, je ne veux pas aller en Europe, le seul pays en Afrique où les enseignants sont pris à charge majoritairement par les parents. Même les pays les plus pauvres d'Afrique ne se permettent pas de faire ce que dans notre pays on fait. Où l'argent que les parents payent sert à rémunérer les enseignants. Et c'est presque, ça constitue la grande partie de la rémunération des enseignants. Je ne connais pas un seul pays. C'est pour ça que nous sommes en train de dire ce qui se passe dans notre pays, c'est ni plus ni moins, c'est que nous, à la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, nous disons qu'il s'agit bel et bien de la privatisation silencieuse de l'éducation. Il faut qu'on nous dise, que l'État nous dise, que le ministère nous dise, que le Parlement congolais nous dise si on a privatisé l'éducation ou pas, pour que nous prenions des dispositions. Il faut que l'État se prononce clairement. Ce qui se passe là, c'est quoi? C'est la privatisation de l'éducation ou quoi? Revenons aux enseignants. Vous avez aujourd'hui ça, les images que nous venons de suivre là, ce sont les images du SIECO. Mais quelques jours avant, j'avais suivi aussi le SYNECAT, mais également les syndicats membres de la synergie des enseignants. Et 2 semaines avant, il y avait l'intersyndicale des enseignants de l'EPSP qui avaient tous lancé le mot d'ordre de grève parce que disent-ils que l'État n'a pas respecté la promesse faite de leur payer au taux de 1452 francs congolais le dollar américain. À l'analyse, on voit qu'il y a au moins 85% des syndicats en République démocratique du Congo qui ont lancé pas seulement le préavis de grève, mais le mot d'ordre de grève qui prend cours à partir du 4 septembre. Et ce n'est pas une main noire derrière eux pour pouvoir mettre à genoux l'État en ce moment où... Non, je crois que dans notre pays, nous devons laisser ces histoires-là. Quand les gens, même quand un bébé réclame... Pourquoi seulement maintenant? Même quand un bébé réclame, il y a toujours une main noire. Même un bébé qui a faim, il pleure. Ça veut dire qu'il a problème. Est-ce qu'on va dire que quelqu'un l'a poussé? Et les enseignants ne sont-ils pas assez adultes pour pouvoir se prendre à charge? Je crois qu'il faut laisser ça de côté, cette histoire-là de main noire. Il n'y a aucune main noire parce que nous voyons ces gens sur terrain. Il faut respecter l'enseignant. Vraiment, il faut le respecter parce que c'est quelqu'un qui donne la connaissance. C'est quelqu'un sous la barbe duquel tout le monde est passé. Et donc, il faut respecter l'enseignant. C'est un honorable, c'est des messieurs à respecter. Et donc, quand ils réclament, il faut prendre leurs revendications au sérieux. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut demander effectivement au gouvernement d'entrer, de scruter davantage et de répondre aux desiderata des enseignants. Je crois que c'est la meilleure des choses qu'il faut faire si l'on veut sauver le droit à l'éducation pour les enfants. Vous savez, nous sommes défenseurs du droit à l'éducation, nous sommes défenseurs des droits. Donc, les enfants ont des droits. Nous défendons que les enfants doivent aller à l'école car la place de l'enfant est à l'école. Mais il faut également défendre, l'enseignant également a le droit de vivre, d'accéder, a le droit de mener des meilleures conditions de vie et de travail. Pas seulement des meilleures conditions de vie, mais aussi les meilleures conditions de travail. Donc, on doit concilier les deux
pour pouvoir sauver le droit à l'éducation. Parce que les enseignants aujourd'hui ne jurent que par la grève et exigent au gouvernement de pouvoir honorer ses engagements avant de rentrer. À qui profite cette grève? Parce qu'il paraît que les enfants de ces autorités n'étudient même pas au pays. Ce sont les enfants des pauvres enseignants eux-mêmes, des fonctionnaires qui sont au pays. Alors si aujourd'hui les enseignants décident d'aller en grève, à qui va profiter cette situation? Écoutez, on ne va pas me poser la question à qui va profiter la situation. Moi, je dis à qui profiterait le fait que les enfants n'aillent pas à l'école. À qui est-ce que ça profite? Ça ne profite ni à l'État, ni aux citoyens membres de la communauté nationale. C'est au contraire une arme destructrice pour les enfants. Et les gens sérieux, quand il y a un problème qui se pose comme ça, ils prennent le devant. J'ai appris tout à l'heure là que depuis hier que le gouvernement au niveau de l'EPSP a convoqué des négociations sous forme de commission paritaire. Est-ce que nous pouvons espérer quelque chose de ces assises alors que nous connaissons comment ça se passe? Nous savons, pour endormir les syndicalistes. Tout ce que nous savons, c'est que ça va se terminer aujourd'hui. À quoi ça va aboutir, vous et moi, nous ne le savons pas. Mais notre souhait le plus ardent, c'est que le gouvernement arrive à accéder aux désidérata des enseignants parce que l'alerte que ça donne, ça risque de tourner mal si on ne prend pas cela au sérieux. Ici, là, nous voulons vraiment que le gouvernement s'attelle à trouver des solutions. Non pas, surtout, non pas à éviter le problème. L'évitement ne va pas résoudre le problème. Comment l'État peut éviter? L'État peut éviter, parce qu'ils ont convoqué la commission paritaire, l'évitement consisterait à faire en sorte que vous invitez les syndicats seulement pour éviter que la rentrée scolaire ne soit perturbée. C'est un mauvais calcul parce que ça va nous rattraper après. Quand on invite les syndicats, dans la commission paritaire, je conseille au gouvernement de ne pas sortir de cette commission paritaire sans trouver des solutions idoines. Mais il faut dire aux syndicalistes de ne pas se laisser faire. Hein? On les tend seulement $1 000, je crois effectivement. Et c'est fini. Maintenant, ce que je veux dire aux syndicats et à l'État, c'est quoi? C'est que d'un côté, l'État doit être sérieux. Trop sérieux, prendre les choses au sérieux pour que ça ne tourne pas au vinaigre. Et pour que ça ne tourne pas au vinaigre, le conseil que nous donnons au gouvernement, que dans cette commission, dans les négociations, qu'ils ne mettent aucune partie dehors. Ça veut dire qu'ils considèrent tous les syndicats. Parce que j'apprends déjà qu'il y a des syndicats qui n'ont pas été invités, qui ne sont pas considérés. Merci, et ça, c'est quand même dangereux. Il faut vraiment que ce soit des négociations inclusives parce que par le temps qui court, si on met une partie dehors et qu'ils ont la majorité des enseignants, ça peut toujours tourner au vinaigre. Donc il faut quand même que l'on revienne sur les bons sentiments, qu'on fasse des négociations inclusives pour sauver l'année. Oui, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, magazine Œil de la société. Pour tous ceux-là qui voudront participer à cet espace, donc vous allez composer le numéro affiché en bas de vos petits écrans et nous allons pouvoir répondre à vos exigences, plutôt à vos souhaits, et nous allons vous recevoir pour pouvoir participer à ces magazines. Mais avant de clore complètement avec ceci, nous aimerions savoir, Jacques Timbalanga, avec cette allure où vont les choses plutôt en RDC, croyez-vous que la RDC, qui est habituée à prendre des engagements et ne pas le mettre en pratique, notre pays, la RDC, va atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, 4 concernant l'éducation? Eh bien, je ne suis pas pessimiste quant à l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Cependant, il y a des préalables. Les préalables, c'est que, 1, l'État devrait s'engager, s'illustrer dans une voie de réforme
surtout en matière de financement de l'éducation. Il y a déjà des réformes clés qui sont engagées sur le plan politique. Le Congo a déjà une planification, une très bonne planification à travers la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui est actuellement en train d'être alignée à l'objectif de développement durable 4. Il y a donc bon espoir sur le plan politique, sur les engagements qu'on est en train de prendre. Maintenant, ces engagements vont rester lettre morte si il ne s'ensuit pas une très grande réforme en termes de financement de l'éducation. L'État doit donc booster le financement public de l'éducation, porter au-delà de 25%, qui est un engagement pris au niveau national, le financement de l'éducation en termes de financement public, mais également promouvoir des financements innovants pour ce faire. Merci Jacques Timbalanga. Je rappelle que vous êtes les coordonnateurs de la Coalition nationale de l'éducation pour tous. Nous avons réussi, c'est une partie remise. Nous espérons que prochainement, nous allons encore vous recevoir pour pouvoir décortiquer beaucoup de points qui concernent l'éducation en notre pays. Merci à tous les téléspectateurs de la télévision Saint-BDJ qui nous ont suivis et à la prochaine.